Bonjour à tous, chers amis de YouTube et d'ailleurs. Aujourd'hui donc, je me suis décidé à faire ce que j'ai dit que je ferais peut-être, c'est-à-dire effectivement lire ce rapport, donc le rapport final, comme c'est écrit ici, du sous-comité spécial sur la pandémie du coronavirus, du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis. Le rapport s'intitule en anglais Analyse après action de la pandémie de Covid-19, les leçons apprises et une voie à suivre. Donc ça serait le premier épisode, si je puis dire, entre guillemets, de ma deuxième lecture. Ma première lecture, je vous invite à y aller si vous ne la connaissez pas. C'est donc une lecture sur deux articles que j'ai trouvés sur Reddit qui parlent de l'intégration à l'ADN permanent humain d'ADN synthétique lié donc au vaccin ARN produit par Pfizer et Moderna. La lecture s'est avérée parfois laborieuse. J'avoue que ma lecture a pris près de 3 heures. J'ai pas envie de monter spécialement, de faire du montage de vidéos pour l'instant. Le but pour moi là, c'est déjà de prendre du plaisir, de m'occuper aussi, et de vous occuper de façon, j'espère, un peu intelligente. Mais clairement, il mérite qu'on fasse un peu de montage sur cette première lecture, parce que 3 heures c'est trop. Il y a des passages de blanc et ça ne va pas. C'est pas dans les codes de YouTube et on a tous du temps qui nous est tous précieux. Donc c'est pour ça qu'ici je vais essayer d'être plus concis. Alors en guise de préambule par rapport à ce rapport que je vais donc vous traduire et analyser avec vous. Premièrement, donc leçon apprise de ma première lecture, c'est que je vais utiliser un traducteur. Je vais utiliser Google Trad. Je vais probablement utiliser la fonction qui permet de lire automatiquement avec une voix artificielle la plupart des passages. Déjà pour moi m'économiser parce que ça va être trop long et trop dur à devoir moi tout lire et traduire en même temps. Et comme ça je pourrais plus facilement commenter aussi lorsqu'il y a lieu d'être. Alors quelques précautions bien sûr. Euh, forcément enfin forcément là effectivement je me rends bien compte que je choisis de parler d'un document qui va dans mon sens. Donc il faut toujours faire attention à ces biais. Euh, en tout cas, avoir conscience de nos propres biais, de ne pas tomber dans le biais de confirmation. Donc j'essaie de ne pas tomber dans ce biais de confirmation. C'est pour ça que je reste toujours ouvert à d'autres sources, à d'autres articles, même si ça ne va pas du tout dans le sens du rapport que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce qu'il faut être honnête intellectuellement, et si on a tort, eh ben, il faut savoir pourquoi on a tort, et si on a raison, il faut savoir pourquoi on a raison. Et donc sans plus attendre, je vais passer sur ma scène de lecture, qui n'est pas totalement prête, ça y est. Elle est prête. Voilà, c'est donc prêt. Donc première page de garde, donc c'est un rapport qui date de décembre 2024. C'est le sous-comité spécial sur la pandémie du coronavirus par le chairman Brad Wenstrup. Alors je vais vite traduire ici chairman parce que j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire, désolé. Président de chambre, c'est ça? Non, juste président. Ok. Voilà. Le nom du rapport, c'est donc bien celui-ci. Analyse après action de la pandémie de Covid-19, deux points. Les leçons apprises et une voie à suivre. Rapport final du sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus, comité de surveillance et de responsabilité, Chambre des représentants des États-Unis.
Alors, l'avantage de ce PDF, c'est que la plupart des pages qui se trouvent dans ce PDF sont saisissables et donc je vais pouvoir faire des copier-coller dans Google Trad. Donc ça va m'éviter quand même à vous et à moi, ça va nous éviter pas mal de boulot et de temps. Mais je ne sais pas pourquoi la première page, il faut que je la lise. Donc, dear colleague, donc cher collègue, it has been my distinct pleasure to lead the select subcommittee on the coronavirus pandemic for the 118th Congress. Donc, cher collègue, ça a été mon plaisir distinct de mener donc le sous-comité spécial sur le coronavirus, sur la pandémie du coronavirus pour le 118e congrès. I was honored to be entrusted with a great responsibility to investigate a once in a 100-year pandemic and to prepare America for next time, and there will be a next time. This is a responsibility I took very seriously, and I believe that seriousness and teamwork has translated to much success. Donc j'ai été honoré d'avoir la confiance avec une grande, d'avoir été donné la confiance d'une grande responsabilité, d'investiguer une pandémie qui arrive une fois tous les 100 ans et de préparer l'Amérique pour la fois prochaine, la fois suivante, et il y aura une fois suivante. C'est une responsabilité que j'ai prise très sérieusement et je crois que cette sérieuxité, on va dire, et ce travail d'équipe s'est traduit dans beaucoup de succès. Alors, comme j'ai le temps de toute façon et que je compte pas finir les 500 pages demain, je me permets de faire cette petite aparté et de dire que je suis tout à fait d'accord. La pandémie qu'on a vécue du Covid-19, c'était une pandémie... il y avait peut-être la grippe espagnole, mais même pas. Il n'y a pas eu d'équivalent, je pense, dans le dernier siècle qu'on a connu. Et surtout, on sera amené à connaître d'autres pandémies de ce style, étant donné que notre monde est de plus en plus globalisé, où il y a de plus en plus de transports, de trajets, de matières, de personnes, d'animaux. Donc, c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes du sujet. On doit s'attendre à connaître d'autres pandémies de plus en plus, et c'est de notre responsabilité du coup d'être préparé pour les prochaines pandémies tout simplement. Donc, 5 years ago, on December 1st, 2019, was what would eventually be the first confirmed case of COVID-19. After that, a pandemic devastated the world at nearly never before seen proportions, leaving millions dead and millions more concerned about long-term consequences. Donc 5 années auparavant, le 1er décembre 2019, on a connu ce qui serait le premier cas confirmé de Covid-19. Après cela, une pandémie a dévasté le monde à une proportion presque jamais vue auparavant, laissant des millions de morts et des millions de plus concernés à propos des conséquences à long terme. Et je fais bien évidemment partie de ces personnes qui se sont concernées par les conséquences à long terme. COVID-19 was novel. The brightest scientists and medical experts were learning on the job to determine how to treat both the underlying disease and the second-order side effects. Donc, le Covid-19 était une nouveauté. Les plus brillants scientifiques et experts médicaux étaient en train d'apprendre sur le moment même comment déterminer, comment traiter à la fois la maladie sous-jacente et les effets secondaires de second ordre. Ensuite, since February 2020,
23, the Select Subcommittee sought to produce a full after-action report to provide a roadmap of how we, in Congress, the executive and the private sector, may better prepare for and respond to future pandemics. Throughout this process, the Select Subcommittee sent more than 100 investigative letters, conducted 38 transcribed interviews or depositions, held 25 hearings or meetings, and reviewed more than 1 million pages of documents from dozens of custodians. This work looks back on many events, comments, guidances, and other actions to look forward. This is the single most thorough review of the pandemic conducted to date. Ce qui veut donc dire, depuis février 2023, le sous-comité d'enquête a cherché à produire un rapport entier d'action, un rapport entier après action, afin de fournir donc une feuille de route de comment nous, le Congrès, l'exécutif et le secteur privé, pouvons mieux nous préparer pour et répondre à de futures pandémies. Donc, à travers ce processus, le sous-comité du coup spécial sur la pandémie, etc., a envoyé plus de 100 lettres d'enquête, conduit 38 interviews transcrites ou entretiens transcrits ou dépositions, et tenu 25 audiences ou réunions, et revu plus de 1 million de pages de documents, de douzaines de custodians. La seule traduction que j'ai trouvée, c'est gardiens. Ce travail regarde en arrière sur plusieurs événements, commentaires, guidance, ce sont des conseils ou ici mettre orientation, et d'autres actions afin de look forward, donc de pouvoir voir de l'avant. Donc ils sont revenus en arrière pour pouvoir voir de l'avant. C'est la revue la plus approfondie, la seule revue la plus approfondie, c'est du superlatif quoi, sur la pandémie conduite à ce jour. Donc, most of you know me. You know I strive to work collegially with our fellow Americans to provide results for all of us. This is the same mentality I brought to my work as chairman of the Select Subcommittee. During a time of intense partisanship, the Select Subcommittee had bipartisan consensus across multiple topics. Donc la plupart d'entre vous me connaissent, vous savez que c'est pas que je lutte, mais voilà, c'est le sens, pour travailler de façon collégiale avec nos chers Américains, afin de fournir des résultats pour chacun d'entre nous. C'est la même mentalité que j'ai amené à mon travail comme président du sous-comité, du sous-comité spécial. Durant ce temps d'intense partisanship, c'est l'esprit de parti, le sous-comité spécial a eu un consensus bipartisan sur plusieurs sujets. Donc effectivement, je me permets d'en refaire une petite aparté ici. Je ne sais plus si je l'ai dit en introduction de ma petite, donc cette petite vidéo, hein.
c'est que ce rapport est issu d'un consensus bipartisan entre républicains et démocrates. Donc je dis ça notamment par rapport au biais que je pourrais, moi, qui suis plus partisan, on va dire, des républicains actuels que des démocrates, je pourrais avoir un biais par rapport à ce rapport. Donc c'est quand même intéressant de se dire que ce rapport est issu d'un consensus sur plusieurs sujets des deux partis en place des États-Unis, à savoir le parti républicain et le parti démocrate. Donc on arrive bientôt au bout de cette première page et ensuite je vais pouvoir faire du copier-coller pendant quelques temps et ce sera quand même plus sympa. Donc je vais lire les 4 premiers points qui sont les 4 premiers points d'accord de ceux qui sont issus de ce consensus bipartisan. Donc point 1. The possibility that COVID-19 emerged because of a laboratory or research-related accident is not a conspiracy theory. Point. Deuxième point. EcoHealth Alliance Inc. and Dr. Peter Daszak should never again receive US taxpayer dollars. Point 3. Scientific messaging must be clear and concise, backed by evidentiary support, and come from trusted messengers such as frontline doctors treating patients. Point 4. Public health officials must work to regain Americans' trust. Americans want to be educated, not indoctrinated. Premier point donc, la possibilité que le Covid-19 émerge à cause d'un accident en rapport avec un laboratoire ou avec de la recherche n'est pas une conspiration, n'est pas une théorie conspirationniste, complotiste. Ils sont d'accord là-dessus. Donc ici on va parler d'une deuxième point de EcoHealth Alliance, c'est donc l'entreprise. Voilà, je tiens à dire que je n'ai pas d'envie suicidaire, hein, comme ça c'est clair aussi. Avec vous, je n'ai pas d'envie suicidaire, voilà. Mais je vais quand même parler. Du coup, je n'ai pas d'immunité, je ne suis qu'un bouseux, hein, comme vous, mais je vais quand même en parler et je n'aurai pas peur d'en parler. Mais je vous dis, je n'ai pas d'envie suicidaire. Donc il parle de l'entreprise EcoHealth Alliance Inc. Et le docteur Peter Daszak ne devrait plus jamais recevoir d'argent du contribuable américain. Point 3. Alors, la communication scientifique doit être claire et concise, supportée avec un... Attendez, je vais mieux traduire cette phrase. Appuyée par des preuves. Appuyée par des preuves. Donc, la communication scientifique doit être claire et concise, appuyée par des preuves, et venir de messagers chez qui on a confiance. Comme donc par exemple des docteurs qui sont au front, qui sont en première ligne et qui s'occupent des patients. Donc ceux qui ont les mains dans le caca. Et pas ceux qui sont loin dans leur bureau et qui ne sont pas du tout dans le feu de l'action, quoi. Punto numero 4. Donc les officiels de la santé publique doivent travailler pour regagner la confiance des Américains. Les Américains veulent être éduqués et non pas endoctrinés. Et je rajouterais que c'est le cas de la majorité des gens. On souhaite tous, en fait, au final, pouvoir recevoir une information qui éduque et non pas une information qui endoctrine, qui est abrutie, qui nous rend peureux. Voilà, moi je suis partisan de la vérité, je suis partisan d'avoir des citoyens courageux. Je sais que mes concitoyens sont courageux et qu'on vit dans un monde compliqué parce que les courageux, on les écrase, quoi, à grands coups de matraque et de coups de botte dans la gueule. Et voilà, ça c'est vraiment dommage que ça se passe comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Je peux pas m'empêcher de penser
aux anciens révolutionnaires, aux anciennes sociétés qui ont fini par évoluer justement sous l'action de ces révolutionnaires qui, dans le sang, la sueur, les os brisés, eh bien, ont quand même fait évoluer leur société. Donc, profitons de ce petit passage pour rendre hommage à tous nos ancêtres et à tous nos contemporains qui se battent aujourd'hui pour que brille la vérité, pour que brille la justice, pour que brille le respect, pour que brille la fraternité, l'amour et qu'on arrête de nous prendre pour des jambons. On passe donc à la deuxième page. On a déjà vu les 4 premiers points du consensus bipartisan. Et à présent, ça va être la voix automatique de Google qui va prendre le relais. Et j'en suis d'ailleurs bien content. C'est parti. 5. L'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a participé à une erreur médicale et a publiquement dissimulé le nombre total de décès dans les maisons de retraite de New York. En plus de ces succès bipartites notables, le sous-comité spécial a élaboré des conclusions approfondies, dont certaines incluent 1. 8. Les instituts nationaux de la santé des États-Unis ont financé des recherches sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. 2. Le gouvernement chinois. Des agences au sein du gouvernement américain et certains membres de la communauté scientifique internationale ont cherché à dissimuler les faits concernant les origines de la pandémie. 3. L'opération Warp Speed a été un énorme succès et un modèle sur lequel s'appuyer pour l'avenir. Les vaccins, qui sont probablement mieux caractérisés aujourd'hui comme des produits thérapeutiques, ont sans aucun doute sauvé des millions de vies en diminuant la probabilité de maladies graves et de décès. 4. La fraude, le gaspillage et les abus généralisés ont entaché la réponse à la pandémie de Covid-19. 5. Les fermetures d'écoles à l'époque de la pandémie auront un impact durable sur des générations d'enfants américains et ces fermetures ont été permises par des groupes censés servir ces enfants. 6. La Constitution ne peut être suspendue en temps de crise et les restrictions aux libertés sèment la méfiance envers la santé publique. 7. La prescription ne peut pas être pire que la maladie. Comme des confinements stricts et trop larges qui ont conduit à une angoisse prévisible et à des conséquences évitables. Présider le sous-comité spécial du 118e congrès a été un honneur pour moi. J'ai dit dès le début que ce travail est la responsabilité la plus importante que j'ai assumée en 12 ans au Congrès, et c'est le cas. Ce travail aidera les États-Unis et le monde à prédire la prochaine pandémie, à se préparer à la prochaine pandémie, à nous protéger de la prochaine pandémie et, espérons-le, à prévenir la prochaine pandémie. Les membres du 119e Congrès devraient poursuivre et s'appuyer sur ce travail. Il y a plus d'informations à trouver et des actions honnêtes à prendre. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence une méfiance envers les dirigeants. La confiance se gagne, la responsabilité, la transparence, l'honnêteté et l'intégrité regagneront cette confiance. Une future pandémie nécessite une réponse de toute l'Amérique gérée par des personnes sans avantage personnel ni parti pris. Nous pouvons toujours faire mieux. Et pour le bien des générations futures d'Américains, nous devons le faire. Donc il dit c'est possible sincèrement. Et voilà, que vous dire, je vais passer sur 2-3 points et notamment lire un article Wikipédia. Bon, alors le 5e point du coup, c'était que l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a participé à une erreur médicale et a publiquement dissimulé le nombre total de décès dans les maisons de retraite de New York. Bon, ça c'est un problème d'Américains, on va dire. Non, ce qui fait vraiment flipper, c'est ensuite les conclusions approfondies de ce sous-comité spécial, dont la première conclusion, c'est pas qu'elle fait flipper, mais voilà, je la relis, au cas où ça n'aura pas été bien compris. Le National Institute de la Santé, les instituts nationaux de la santé des États-Unis ont financé des recherches sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. On va, dans ce rapport, mieux comprendre la définition du gain de fonction. Vous allez voir qu'en fait, c'est un élément très important de ce rapport.
Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que les États-Unis ont financé des études, des recherches visant à améliorer les virus à l'Institut de virologie de Wuhan. Ça, c'est certain, c'est démontré. Le deuxième point qui est tout aussi accablant, c'est que le gouvernement chinois, du coup, et des agences au sein du gouvernement américain et certains membres de la communauté scientifique internationale ont cherché à dissimuler les faits concernant les origines de la pandémie. Donc je reprécise ici, je ne suis pas suicidaire. Le point 3, c'est l'opération Warp Speed a été un énorme succès et un modèle sur lequel s'appuyer pour l'avenir. Les vaccins, qui sont probablement mieux caractérisés aujourd'hui comme des produits thérapeutiques, ont sans doute sauvé des millions de vies et diminué la probabilité de maladies graves. Donc c'est le point 3 que je vais ensuite explorer dès à présent, à peu près dans 5 minutes j'imagine. C'est le point sur l'opération Warp Speed, parce que ça m'amuse. Et surtout parce que moi, ça me donne de la culture par rapport à l'opération Warp Speed. Disons qu'on en parle parfois quand on suit un petit peu Trump, parce que c'est sous Trump qu'il y a eu cette opération Warp Speed. Donc, si vous aimez bien Trump, forcément, vous allez aimer savoir des trucs sur ce qu'il a fait ou pas durant son premier mandat. Et de toute façon, il y aura les timelapses dans la description, donc vous pourrez tout à fait zapper cette lecture d'articles Wikipédia. Ensuite, point 4, la fraude, le gaspillage, les abus ont entaché la réponse à la pandémie. Ok. Les fermetures d'écoles, on en parle, je vais passer. Le fait que la Constitution ne peut pas être suspendue en temps de crise et que les restrictions aux libertés sèment la méfiance envers la santé publique, je pense que c'est un point très important, surtout aux États-Unis où la Constitution c'est quelque chose de très important, ainsi que la liberté. Et alors le dernier point qui me semble évident aussi, la prescription ne peut pas être pire que la maladie et je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est logique. Hein. Si pour t'empêcher de saigner du doigt on te coupe la main, bof. Donc tout à la fin, on peut lire ici, donc, la pandémie du Covid-19 a mis en évidence une méfiance envers les dirigeants, la confiance se gagne, la responsabilité, la transparence, l'honnêteté et l'intégrité regagneront cette confiance. Une future pandémie nécessite une réponse. Eh bien, c'est comme je vous ai dit, forcément, on n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle pandémie. Il serait faux de penser que le plus dur est passé. Le plus dur reste à venir. Donc, accrochez-vous bien à vos slips et à vos strings et ou à tout autre appareil, vêtements, etc. Alors, je vais passer donc à l'opération Warp Speed. Et je vais me baser sur l'article Wikipédia du coup de cette opération Warp Speed. Alors déjà on peut voir le logo de l'opération Warp Speed, c'est assez marrant. Enfin marrant. On voit un coronavirus en fait. C'est quand même un drôle de choix de design. Surtout quand on comprend c'est quoi l'opération Warp Speed. Donc on va vite lire. C'est un partenariat public-privé du gouvernement fédéral des States pour faciliter et accélérer le développement, la fabrication et la distribution de vaccins thérapeutiques et diagnostiques contre la Covid-19. Et comme dirait l'autre, si tu dis la Covid-19, fils de pute, parce que c'est le Covid. C'est moi qui décide. Donc, cette opération a été présentée début 2020, avril 2020, après une table ronde avec des dirigeants de l'industrie à la Maison Blanche le 2 mars. Elle devrait favoriser la production de masse de plusieurs vaccins sur la base de preuves préliminaires, permettant une distribution plus rapide si les essais cliniques confirmaient que l'un des vaccins serait sûr et efficace. Le 27 mars, le Congrès américain des États-Unis, alloua près de 10 milliards de dollars pour l'opération Warp Speed. Donc l'opération Warp Speed est un programme interinstitution qui comprend des composantes du département de la santé et des services sociaux, notamment le Centers, c'est les fameux CDC dont je parle dans la première lecture, la FDA du coup, le NHI, on va beaucoup en parler, le BARDA, on va également en parler,
le département de défense, des entreprises privées, d'autres agences fédérales, notamment le département de l'agriculture, un département très important aux États-Unis, le département de l'énergie, je vous laisse entrevoir que celui-là aussi, et le département des anciens combattants. Au final, un département également hyper important dans la culture américaine. Alors, histoire, ça a été relevé par la presse en avril 2020. Le président Donald Trump, à l'époque, annonça donc l'opération Warp Speed, un partenariat public-privé. Elle vise à coordonner les efforts existants au département de la santé et des services sociaux. Donc la FDA annonce le 30 juin 2020 que le vaccin devrait être efficace à au moins 50% pour obtenir son approbation en diminuant au moins la gravité des symptômes de fils de pute, la Covid-19. Et maintenant, à présent, attention, alerte complotiste. Quelques mois avant la pandémie de la Covid-19, le White House Council of Economic Advisors prépara un rapport à la demande de l'équipe de biodéfense du Conseil de sécurité nationale. Le rapport invitait avec force le gouvernement fédéral des États-Unis à soutenir les partenariats privés et publics pour permettre une approbation et une production plus rapide des vaccins pendant une pandémie. Non, on va directement passer ici. Donc, les entreprises bénéficiant d'un financement de recherche. On a Johnson & Johnson, très connu, une des plus grandes boîtes pharmaceutiques américaines. Ils ont reçu $1 milliard. Ils avaient déjà reçu 456 millions de dollars. AstraZeneca, l'université d'Oxford, 1,2 milliard. Je dirais pas le nom des vaccins. Moderna, 1,53 milliard. Le gouvernement avait déjà accordé 2 subventions de 480 et 472 millions de dollars. Le 1,53 annoncé de milliards. Le 11 août porte l'investissement total à 2,48 milliards. Pas mal, beau bébé. Novavax, 1,6 milliard. Merck, 38 millions. Sanofi, Sanofi, c'est une entreprise française, un truc de fou ça. Et GSK, entreprise british, 2,1 millions. Ah, ils ont même été investir dans les Européens. Alors ça, c'est un truc de fou, je trouve. Encore 2 petits chapitres intéressants. Donc, les objectifs du projet visant à développer, fabriquer et distribuer des centaines de millions de doses de vaccins contre la Covid-19 d'ici la fin de 2020 furent jugés irréalistes puisqu'il faut normalement des années ou des décennies pour s'assurer que le vaccin choisi ne sera pas toxique et aura une efficacité adéquate. Ouais, c'est quand même marrant. C'est marrant, hein, parce que d'un côté, dans la première lecture que j'ai faite, on dit justement ceux qui ont développé la technologie ARN messager disent justement que l'avantage c'est qu'on peut développer des vaccins très très vite, etc. Et dans cette même lecture que je faisais, je ne niais pas que c'était le cas, mais en fait on se rend compte que la contamination de l'ADN humain par de l'ADN synthétique présent dans les vaccins ARN messagers est due au fait que cet ADN synthétique s'est retrouvé dans ces vaccins à cause de manquements au niveau de la fabrication. Parce qu'on a justement été trop vite et trop fort et trop loin et on a à des échelles inconnues de l'humanité à produire des vaccins à une échelle qu'on ne connaissait pas, dans un laps de temps très réduit, un laps de temps de quelques mois, et par conséquent, il y a eu de la génotoxicité, et on parle de cancer, d'accidents vasculaires, de plein de choses comme ça, vraiment, vraiment pas joyeuses, d'humains transgéniques, nos enfants peuvent même hériter du fait que notre ADN est muté. Donc voilà, effectivement, je suis d'accord que cet objectif de projet n'est pas réaliste, parce que si le but c'était de développer très très vite des vaccins, eh bien c'est compliqué, sans qu'ils ne soient pas toxiques, c'est effectivement compliqué. Donc je continue, la plupart des infections virales n'ont pas de vaccin parce que la technologie du vaccin a échoué dans les essais cliniques de stade précoce. Étant donné que de nombreux vaccins provoquent des effets secondaires tels que douleurs au point d'injection, des maux de tête et symptômes de grippe, les tests de sécurité nécessitent des années d'observation chez des milliers de participants aux essais cliniques. De même, il faut suffisamment de temps
1 ou plusieurs années pour être certain qu'un vaccin ait une efficacité durable tant que le virus demeure pandémique. Pour ces raisons, malgré de nombreuses tentatives de recherche antérieures pour produire des vaccins sûrs et efficaces contre les coronavirus, tels que le SRAS et le MERS, tous les candidats vaccins contre les infections à coronavirus ont échoué au cours de la recherche clinique et aucun vaccin n'existe pour prévenir toute infection à coronavirus. Pour se préparer à la fabrication et à la distribution, l'opération Warp Speed dépensera des ressources et du financement avant que les résultats en matière d'innocuité et d'efficacité des vaccins candidats ne soient connus, gaspillant éventuellement des doses de vaccins et de l'argent. Bon, c'est dommage, mais l'argent, ce n'est pas vraiment un souci aux États-Unis. Et voilà, je pense que c'était le dernier chapitre qui valait la peine d'être lu. On repasse donc sur notre rapport. Alors, on a un index. Je vais pas lire ligne après ligne tout ce qu'il y a dans l'index, forcément. Mais je tiens donc, j'en profite pendant que je passe ces pages. Je précise toujours que je ne suis pas suicidaire. Donc je tiens à la vie, j'aime la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour, d'accord? Donc voilà, je passe. Point important, intéressant, on devra certainement y revenir, c'est qu'il y aura tout un tas d'abréviations dans ce rapport. Ça rend d'ailleurs la lecture un peu, pas toujours, très très facile, je vais être honnête avec vous. Mais heureusement, on part souvent d'un sujet durant quelques pages, puis d'un autre sujet durant quelques pages, donc on peut retomber sur les différentes raccourcis, acronymes, et s'en rappeler sur certaines pages. Mais c'est un petit peu ennuyant, je vais être honnête avec vous. Surtout quand on n'est pas américain et qu'on n'est pas habitué à lire des mots comme... bon, FBI, ça oui, mais par exemple DARPA, le DOJ, qui est le département de la justice américaine. Forcément, si t'es américain, tu sais ce que c'est. Le FOIA, ça aussi, si t'es américain, tu sais ce que c'est. Président bidon, si t'es américain, tu sais ce que c'est. WHO, donc c'est l'OMS en fait. Le CCP, c'est le Parti communiste chinois, dit tel quel dans ce rapport, ça, c'est assez drôle. Le DOD, c'est le Department of Defense. La FDA, la Food and Drug Administration. Mr. Kumo, c'est Mr. Kumo. Une SME, c'est une SME. C'est une PME, une SME. C'est une petite et moyenne entreprise. Et plein d'autres termes et de raccourcis dont on devra prendre la peine de les avoir bien à l'esprit, page après page. Ici, la liste des différentes audiences et réunions qu'il y a eu lieu. C'est la partie croustimoelleuse, je dois avouer, de ce rapport. Quand on est un petit peu, on va dire, voyeuriste comme moi, on aime bien se balader dans les coulisses, de savoir ce qui a été dit, ce qui n'est pas dit publiquement, les choses comme ça, lire les mails des gens. C'est pas quelque chose que je fais, mais voilà, c'est marrant, quoi. Donc ouais, plein de petites discussions privées qu'on va avoir le plaisir de lire. Entre des gens très très importants, qu'on paye très très cher, probablement. Des gens qui n'auraient, à mon avis, jamais pensé se retrouver dans ce rapport. Et 2-3 personnes qui méritent de se retrouver publiquement affichées dans ce rapport. Certainement parce qu'ils jouent avec notre santé, nos vies, et qu'ils mentent. Et que mentir, c'est pas beau. Je dis rien, vous dites pas que c'est moi, mais ce gars-là, par exemple, je dis pas que c'est de sa faute, mais un petit peu quand même. Donc je tiens à préciser, je n'ai pas de tendance suicidaire, je sais pas si je l'avais déjà dit. Et donc là, il y aura plein d'interviews avec plein de gens, ça va être trop bien. Plein de gens dont on devra se rappeler, non je déconne. Il y en aura des plus importants que d'autres, d'autres qu'on va beaucoup lire et d'autres qu'on va lire qu'une fois. Puis il y aura, je crois que, je sais plus, mais peut-être bien qu'on va lire ce qui se passe ailleurs, je sais plus comment ça se passe. C'est vrai qu'à un moment on va parler de ce qui se passe en Europe, ou c'est l'Europe qui va parler de ce qui se passe aux États-Unis, je sais plus. Ce n'est pas très important. Mais maintenant, voilà. On est à la page 1 sur 520. Parce que tout ça c'était l'introduction en fait. Moi je m'en fous, j'ai fait des raviolis, donc j'ai le temps et j'ai des raviolis. Vous, je sais pas. Alors, intitulé de la titulerie de la page.
Les origines de la pandémie de coronavirus. Tu parles un peu fort, Germaine. Attendez. Les origines de la pandémie de coronavirus, y compris, mais sans s'y limiter, le financement de la recherche sur les gains de fonction par le gouvernement fédéral. Oui. Point numéro 1. Les origines inconnues du Covid-19. J'aurais rajouté un point d'interrogation perso. Double 2 points. Résultat. Le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19, est probablement apparu à la suite d'un accident lié à un laboratoire ou à une recherche. Comment le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19, est probablement apparu à la suite d'un accident lié à un laboratoire ou à une recherche? On a pris des précautions quand même. On a écrit likely, probablement. Ça va. Ah, ok, c'est vrai après il y a 500 pages qui suivent, donc c'est peut-être un peu plus que probablement, mais voilà, on prend des pincettes, hein, vous savez, on n'affirme pas des choses sans savoir. Moi je m'en fous, je des raviolis. Donc, 4 ans après le début de la pire pandémie depuis 100 ans, les preuves viennent de plus en plus étayer l'hypothèse d'une fuite en laboratoire. Ces travaux en février 2023, de plus en plus de hauts responsables du renseignement, de responsables politiques, de rédacteurs scientifiques et de scientifiques ont de plus en plus soutenu l'hypothèse selon laquelle la Covid-191 est apparue à la suite d'un accident lié à un laboratoire ou à des recherches. En janvier 2021, le département d'État a publié une fiche d'information non classifiée intitulée « Fiche d'information. Activité à l'Institut de virologie de Wuhan », ci-après « Fiche d'information », qui indiquait ce qui suit. Donc je vais relire le début parce que je crois que j'ai fait un petit bug. Donc 4 ans après le début de la pire pandémie depuis 100 ans, ça c'est eux qui le disent, hein, après ça c'est écrit dans leur livre, les preuves viennent de plus en plus étayer l'hypothèse d'une fuite en laboratoire. Depuis que le sous-comité spécial a commencé ses travaux en février 2023, de plus en plus de hauts responsables du renseignement, de responsables politiques et de rédacteurs scientifiques et de scientifiques ont de plus en plus soutenu l'hypothèse selon laquelle la Covid-19, fils de pute, est apparue à la suite d'un accident lié à un laboratoire ou à des recherches. En janvier 2021, le département d'État a publié une fiche d'information non classifiée intitulée « Fiche d'information activité à l'Institut de virologie de Wuhan » qui indiquait ce qui suit. Et donc maintenant, on va rigoler. D'accord? Vous êtes prêts à vous marrer? Moi, j'adore le rire. J'adore me marrer, ok? 1. Le gouvernement américain a des raisons de croire que plusieurs chercheurs du WIV sont tombés malades à l'automne 2019, avant le premier cas identifié de l'épidémie, avec des symptômes compatibles à la fois avec la Covid-19 et avec une maladie saisonnière courante. L'évaluation de l'ODNI de juin 2023 intitulée « Lien potentiel entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'origine de la pandémie de Covid-19 », ci-après, évaluation de l'ODNI de juin 2023, a confirmé cette conclusion. 2. Le WIV a publié des rapports sur la conduite de recherche sur le gain de fonction pour concevoir des virus chimériques. L'évaluation de l'ODNI de juin 2023 a confirmé cette conclusion et est allée plus loin en déclarant que les scientifiques du WIV ont créé des chimères ou des combinaisons de coronavirus de type SRAS par génie génétique, ont tenté de cloner d'autres virus non apparentés et ont utilisé des techniques de clonage génétique inverse sur des coronavirus de type SRAS. L'évaluation de l'ODNI de juin 2023 a continué. Certains des projets de génie génétique du WIV sur les coronavirus impliquaient des techniques qui pouvaient rendre difficile la détection de changements intentionnels. 3. Bien que le WIV se présente comme une institution civile, les États-Unis ont déterminé que le WIV collaborait à des publications et à des projets secrets avec l'armée chinoise.
Depuis au moins 2017. Une fois de plus. L'évaluation de l'ODNI de juin 2023 a soutenu cette conclusion, en déclarant: le personnel du WIV a travaillé avec des scientifiques associés à l'APL sur des projets liés à la santé publique et a collaboré à des projets de biosécurité et de sûreté biologique. Oh my god. Alors là, je suis l'étonnement. Je suis la colère. Je suis sur la surprise. Jamais j'aurais pensé que le monde était méchant. Vraiment, je suis la colère et la surprise. Donc, moi j'ai des raviolis et j'ai le temps. On va passer en revue d'abord les différents termes. Donc WIV, ça c'est l'Institut de Virologie, Institut de Virologie de Wuhan. L'ODNI, laissez-moi regarder. L'ODNI, c'est le bureau du directeur de l'intelligence nationale. Ça pèse quand même un minimum, hein, ok. Un virus de type SRAS à un coronavirus. Hein. Après moult péripéties, APL, en fait, c'est l'armée de libération populaire de Chine. Armée populaire de libération de Chine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on lit au tout début, là? Tout début. Le gouvernement américain, laissez-moi voir, oui, a des raisons de croire que des chercheurs de l'Institut virologique de Wuhan sont tombés malades à l'automne 2019, avant les premiers cas identifiés de l'épidémie, avec des symptômes compatibles à la fois avec le Covid et une maladie saisonnière. Ensuite, on a l'ODNI, donc c'est l'Office de l'intelligence nationale des États-Unis, qui avait établi un rapport de 2023 qui fait le rapport entre les liens potentiels entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'origine de la pandémie de Covid-19. Je tire une grosse baffe, les gars. Alors, donc cet institut a publié des rapports sur la conduite de recherche sur le gain de fonction. Ça va être très important, ça, les gars, pour concevoir des virus chimériques, ok ? Et le DNI a confirmé cela et a déclaré que les scientifiques de cet institut de Wuhan ont créé des chimères ou des combinaisons de coronavirus de type SRAS par génie génétique, ont tenté de cloner d'autres virus non apparentés, ont utilisé des techniques de clonage génétique inverse sur des coronavirus de type SRAS. L'évaluation de l'ODNI continue. En plus, certains des projets de génie génétique sur des coronavirus impliquent que cela pouvait rendre difficile la détection de changements intentionnels. C'est quand même bien fait. Hein. Honnêtement, moi je trouve ça super beau. C'est aussi bien fait que la nature. Sauf que c'est pas la nature. Et donc, bien que cet institut de Wuhan se présente comme une institution civile, insérez blague ici, les États-Unis ont déterminé que l'institution de Wuhan de virologie collaborait à des publications et des projets secrets avec l'armée chinoise. Oh zut, depuis au moins 2017. Alors, donc le DNI a soutenu cette conclusion en déclarant que le personnel de l'Institut de virologie de Wuhan a travaillé avec des scientifiques associés à l'armée de libération populaire sur des projets liés à la santé publique et a collaboré sur des projets de biosécurité et de sûreté biologique. C'est pas de lol. Continuons. En outre, l'évaluation de l'ODNI de juin 2023 indiquait que certains chercheurs du WIV n'ont probablement pas pris de précautions de biosécurité adéquates au moins une partie du temps avant la pandémie lors de la manipulation de coronavirus de type SRAS, augmentant le risque d'exposition accidentelle au virus. En février et mars 2023,
Le DO et le FBI ont publiquement reconnu leurs évaluations respectives selon lesquelles la Covid-19 était probablement le résultat d'un incident de laboratoire. Le FBI avec une confiance modérée. Le DO avec une faible confiance. Dit en février et mars 2023. Attendez. 8 d'autres éléments de renseignement estiment que l'émergence du Covid-19 était probablement zoonotique, bien que tous avec un faible degré de confiance. Ouais, mais moi aussi pareil. Reprenons ce que nous venons de lire. L'ODNI dit que les chercheurs, certains chercheurs, on va pas tous les mettre dans le même sac, même s'ils se ressemblent un peu, n'ont probablement pas pris de précautions de biosécurité adéquates. Ouais, c'est bon, pourquoi se laver les mains, pourquoi mettre des gants, pourquoi se moucher, c'est bon, c'est bon. C'est que des virus super mortels et super dangereux, ça va. Hein. Des Chinois, il y en a 1,5 milliard, qu'est-ce qu'on s'en fout. Insérer ironie ici. Donc la DOE, c'est le département américain à l'énergie. Il va sans dire que c'est un département très important. Pour un Américain moyen, je veux dire. Donc le département de l'énergie et le FBI, ça je pense que vous connaissez normalement, ont publiquement reconnu leurs évaluations respectives, selon lesquelles le Covid, je suis désolé, moi c'est le Covid, était probablement le résultat d'un incident de laboratoire. Le FBI avec une confiance modérée, mais bon après on les connaît, le FBI, et le DOE avec une faible confiance. Et ensuite, d'autres éléments du renseignement estiment que l'émergence de la Covid-19 était probablement zoonotique, bien que tous avec une faible confiance. Et donc pour les moins instruits d'entre nous, je déconne, les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle sont causées par un virus, une bactérie ou des parasites et sont transmises aux humains par des animaux, les salauds, ou des insectes, les bébêtes. Ça rime pas. Certaines maladies d'origine animale doivent être transmises par l'intermédiaire d'un vecteur. Donc par exemple, ça on dirait que c'est un pangolin, ça on dirait que c'est une chauve-souris, et ça on dirait que c'est un chinois, et bam, Covid-19. Et ouais. Ouais, je me demande c'est à quel goût le pangolin. Et la chauve-souris, vous pensez que c'est à quel goût? On va donc à présent lire le docteur Redfield. Je vais voir ce qu'il a fait, 2 secondes. Bon, le docteur Redfield, c'est pas n'importe qui, en fait, c'est le directeur du CDC, donc du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies. Le CDC, j'en parle aussi dans ma première lecture. Donc ça revient souvent, ce CDC, et ce mec-là, Redfield, c'est le directeur, et on va lire ce que dit le directeur. Vous êtes prêts les enfants? Ouais! Le 8 mars 2023, le docteur Redfield a témoigné, dès les premiers jours de la pandémie. J'ai estimé que les 2 théories sur l'origine de la Covid-19 devaient être examinées de manière agressive et approfondie. Sur la base de mon analyse initiale des données, j'en suis venu à croire, et je crois toujours aujourd'hui, que les infections à la Covid-19 étaient plus probablement le résultat d'une fuite accidentelle en laboratoire que le résultat d'un événement de propagation naturelle. Cette conclusion est principalement basée sur la biologie du virus lui-même, notamment sa grande infectiosité rapide pour la transmission interhumaine, qui prédirait alors une évolution rapide de nouveaux variants, ainsi que sur un certain nombre d'autres facteurs importants, notamment les actions inhabituelles à Wuhan et dans ses environs à l'automne 2019. 8. Alors, laissez-moi lire un petit peu. Donc le mec, il l'a senti vite arriver la douille, quoi. Il dit que dès le début, il y avait les 2 théories, hein, l'accidentelle et la naturelle de l'origine du Covid. Et donc il disait que lui, voilà, je pourrais être président du CDC parce que visiblement on réfléchit de la même façon. Hein. Donc pour lui, c'était plus probable la fuite accidentelle en laboratoire. Hein. Bon alors là, moi je suis bluffé. Que le résultat d'un événement de propagation naturelle. Mais c'est un génie, ce mec, c'est pas possible. Cette conclusion est basée sur la biologie du virus en lui-même.
J'avoue que moi, j'avais pas ces données-là et j'aurais pas su les interpréter. Je savais juste, bah, c'est pas grave. On n'a pas la même raison de croire, mais on croit à la même chose. Et c'est ça qui est beau. Alors, on parle de grande infectiosité rapide pour la transmission interhumaine, une évolution rapide de nouveaux variants, ainsi que d'autres facteurs, notamment les actions inhabituelles à Wuhan. Ah ouais, le mec, comme ça, trop fort. Ensuite, il a parlé un mois plus tard, il a témoigné, testifié. J'arrive, je fais vite ça. Putain, n'empêche, le mec, j'aurais pu être directeur au CDC, quoi. Je sais pas comment ça gagne, mais ça l'a bien gagné. Si seulement j'avais fait des études, hein. Enfin, si seulement j'étais pas trop con, quoi. Donc, vous êtes prêts, les enfants? C'est parti. Un mois plus tard, en avril 2023, Monsieur Radcliffe a témoigné. Tout d'abord, permettez-moi de dire l'essentiel. Mon évaluation éclairée en tant que personne ayant autant accès que quiconque aux renseignements de notre gouvernement au cours de la première année de la pandémie a été et continue d'être qu'une fuite de laboratoire est la seule explication crédiblement soutenue par nos renseignements. Par la science et par le bon sens. Du point de vue de l'IC, si nos renseignements et les preuves soutenant une théorie de fuite de laboratoire étaient placés côte à côte avec nos renseignements et preuves indiquant une origine naturelle ou une théorie de débordement, le côté fuite de laboratoire du grand livre serait long, convaincant, même accablant, tandis que le côté débordement serait presque vide et ténu. Alors, on va revenir sur tout ça. C'est croire que c'est une fuite de laboratoire, c'est la seule explication crédible, soutenue par nos renseignements, que je n'ai pas, hein, par la science, ah bah alors là, et par le bon sens. Ça doit être pour ça. Du point de vue de lycée, donnez-moi 2 secondes. Alors, lycée, j'ai fini par trouver. Lycée, c'est la communauté de l'intelligence des États-Unis. C'est une espèce de CIA sans le A. Donc, du point de vue de lycée, pour eux, la fuite du laboratoire, c'est le plus convaincant. Et quand ils parlent de débordement, en fait, c'est le spillover. C'est un terme qu'on va retrouver souvent. En fait, spillover, c'est, je pense, tel que je l'ai compris, mais j'irai peut-être vérifier ensuite, un phénomène biologique par lequel un virus se retrouve d'un animal à l'humain. Mais laissez-moi vérifier. Donc ce phénomène de débordement dont il parle, il dit qu'en gros le lab leak, donc la fuite de laboratoire, c'est plus convaincant que le débordement. Et le débordement, je vous lis la définition. Les virus peuvent occasionnellement, mais assez rarement, se transmettre d'une espèce à une autre. C'est ce qu'on appelle un événement de débordement, mais on peut également parler d'une infection de débordement ou d'une propagation d'agents pathogènes. C'est un événement de débordement qui a conduit le virus responsable de la Covid-19, le coronavirus 2, à se transmettre des chauves-souris aux humains. Source. Bon, les sources de l'article, ça va pas plus loin que 2020, donc voilà, c'est pas grave. L'SDT 2021, voilà. Donc vous inquiétez pas, le rapport n'a pas dit de la merde. On a quand même ici une belle démonstration sur ce site de scrugneux, c'est moi qui ai raison, scrugneux, la science c'est la science et la science a toujours raison. Mais non, la science ça évolue, la science a raison à l'instant T. Et quand on met des choses dans le newsmedical.net et que c'est plus vrai au bout de 2-3 ans, il faudrait peut-être changer l'article, mettre qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est bon. Je vais garder ceci parce qu'il y a des références. Et ça, je trouve ça effectivement excessivement intéressant parce qu'il y a des noms, alors sans vouloir sonner raciste, il y a des noms asiatiques. Et on va avoir des intervenants qui sont américains et d'origine asiatique dans ce rapport et qui sont des gens qui ont publié des documents. Donc si je les retrouve dans le rapport et dans cet article, ma foi,
Ça pourrait être très 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 intéressant d'aller lire tout ça. Donc je fais une copie, hein. Je me fais un petit... Vous voyez là, je me fais un index de trucs. Je garde cet article parce que en fait, il est potentiellement très intéressant, je trouve. Et puis ici, on fait du vrai travail de recherche. Il y a des raviolis, il y a du thé, et il y a de l'intelligence artificielle, enfin pas beaucoup. Enfin, un traducteur, c'est de l'intelligence informatique, hein. Il y a de la voix automatisée, il y a ma voix. Non, on est bien, on est bien, on est bien. Donc en gros, il dit ici que il confirme. Non, pour lui, c'est juste le directeur du CDC, donc forcément on pourrait douter de sa parole. Il est probablement un petit peu bénet. Là-bas pour lui, non, non, c'est un laboratoire, hein. C'est pas un pangolin qui a enculé un chimpanzé, qui a enculé une chauve-souris, non. Non, non, il dit non. Voilà, donc ensuite on va passer à la suite. Donnez-moi un instant pour que je croque un ravioli quand même. Vous savez, c'est les raviolis japonais, c'est les gyoza. C'est super bon, ces merdes. Alors, mea culpa. Donc, un mois plus tard, ici, ce n'est plus le docteur du CDC qui parle. Le docteur du CDC, c'était le docteur Redfield. À présent, on a John Radcliffe. Donc, laissez-moi voir qui était ce John Radcliffe, s'il vous plaît. Un instant. Ok, alors je tiens à préciser que je n'ai pas d'envie suicidaire. Donc, John Radcliffe, c'est le directeur de la CIA. Putain, s'il vous plaît, me tuez pas. J'avais pas compris, monsieur Radcliffe, ok? Mr. Radcliffe, I'm so stupid. Sorry, please forgive me, okay? No, I know. You are the director of the CIA, and I respect that. No problem. Alright, you're telling us you knew? I knew too. We are on the same boat, alright? Donc c'était le directeur de la CIA. Oh là là. Ok, je me disais bien, ça parlait de renseignements tout d'un coup. Comment est-ce que le mec de la CDC pourrait avoir accès aux renseignements américains? Bah, peut-être qu'il en a un peu, mais pas tout. Donc ça fait sens, tout refait sens. Donnez-moi un instant. Bon, c'est le directeur de la CIA qui vous dit que ça vient d'un laboratoire. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, honnêtement, parce que la CIA, elle connaît la couleur de ton slip, elle sait avec qui t'as couché hier soir, ou avec qui tu n'as pas couché hier soir, d'accord? Elle connaît même tes pensées les plus intimes. Et il va tout me raconter, parce que maintenant c'est mon pote John Radcliffe. Donc là, en fait, on passe du coq à l'âne, on va parler d'un certain Monsieur Wade. Donc laissez-moi voir qui est Mr. Wade, j'espère que c'est pas le directeur du FBI, hein, lol. Je vois pas ce que ça vient foutre là, mais c'est donc un type qui travaille au New York Times. Après le New York Times, quand on l'a vu dans ma première lecture, le New York Times, franchement, ils ont l'air trop cool. Donc on va écouter ce que dit Monsieur Nicolas Wade. Donc félicitations si vous êtes toujours là, vous avez plongé dans un énorme bourbier avec moi, et je vous remercie de faire cette aventure avec moi. Donc là, accrochez-vous bien, parce qu'on commence à rentrer dans le dur du sujet. Monsieur Wade, c'est donc un gars qui travaille au New York Times. Le docteur Alina Chan, c'est un biologiste, certainement une biologiste moléculaire, du Broad Institute. Le docteur Shi, Zhengli Shi, donc le docteur Shi tout simplement, ça sera un virologiste senior de l'Institut de Wuhan. Et le docteur Peter Daszak, qui sera juste le docteur Daszak, ce sera le président de la société EcoHealth Alliance. Et on va également parler de cette société EcoHealth Alliance, et je n'ai pas d'envie suicidaire. Allez, on va laisser Google causer un petit peu maintenant. Enfin, même beaucoup. Vous êtes prêts les enfants? Ouais, c'est parti. Oh! En janvier 2024, M. Wade a exprimé son soutien croissant à l'origine d'un incident de laboratoire. M. 58 Wade a astucieusement noté que le SRAS-2 possède un site de clivage de la forine.
que l'on ne trouve chez aucun autre membre connu de sa famille virale. Il ne peut donc pas avoir obtenu un tel site par les échanges évolutifs ordinaires de matériel génétique au sein d'une famille. L'évolution naturelle d'un site de clivage de la fourrine étant inexistante, M. Wade a en outre noté que la proposition des EFUSE des COELS et du WIV, qui a été rejetée par la DARPA, cherchait à faire ce que la nature n'avait jamais fait, insérer un site de clivage de la fourrine dans un virus SARS-2. C'est donc plus qu'une coïncidence que la Covid-19 soit apparue dans la ville alors qu'un laboratoire se préparait à mener cette recherche dans le cadre de protocoles BSL-2 rentables mais risqués. En juin 2024, le Dr Chan a expliqué 5 points clés qui soutiennent le scénario d'une fuite de laboratoire comme étant plus plausible qu'une propagation zoonotique. Tout d'abord, la Covid-19 est apparue à Wuhan, la ville qui se trouve être le lieu du premier laboratoire de recherche chinois sur les virus de type SRAS. 19. Le Dr Shi étudie les virus de type SRAS depuis plus d'une décennie et s'est même demandé, au départ, si l'épidémie provenait de l'IVW. Ensuite, en 2018, un an avant l'épidémie, EcoHealth, en partenariat avec l'IVW, dans une demande de subvention à la DARPA, a proposé de créer un virus avec les caractéristiques déterminantes du SARS-CoV-2. Dans leur demande à la DARPA, EcoHealth et ses partenaires de l'IVW ont déclaré leur intention de créer un virus de type SRAS avec un site de clivage de la fourrine, qui est exactement la même caractéristique qui a rendu les humains sensibles à l'infection par la Covid-19. Troisièmement, le WIV a l'habitude de mener ce type de recherche virale aéroportée dans des conditions de faible biosécurité. Au WIV, on savait que les chercheurs chinois menaient ce type de recherche selon des protocoles BSL-2, qui ne nécessitent pas de masque à tout moment et impliquent moins d'équipements de protection. Aux États-Unis, ce type de recherche serait mené selon des protocoles BSL-3, qui exigent une utilisation plus stricte d'un respirateur personnel à tout moment et d'un équipement de protection plus important. En fait, dans un projet de proposition de subvention à la DARPA, le Dr Dashak a reconnu que certaines des recherches sur le SARS-CoV-2 seraient menées selon des protocoles BSL-2 au WIV. Si vous n'avez pas tout compris, eh bien, c'est normal, parce que franchement, en plus avec la voix, ça ne doit pas être facile de Google. Donc je vais relire, et surtout, je vous rassure, en fait, ce qui est dit ici, c'est un ultra méga concentré de, du rapport, en fait. Donc on va pouvoir allez, le lire en long et en large, tout ce qui est dit ici, donc vous en faites pas. Mais je vais juste préciser ce qui est dit. Comme ça fait déjà une petite introduction. Et vous vous inquiétez pas, d'accord? Pour ceux qui s'inquiètent. Je te vois là derrière, qui t'inquiète. Alors, en janvier 2024, Monsieur Wade, donc c'est un journaliste du New York Times, il a exprimé son soutien à l'idée d'accident en laboratoire pour l'origine du Covid. Il a astucieusement noté que le SRAS-2, quand même les balèzes le mec, possède un site de clivage de la furine. On peut s'arrêter là 2 secondes si vous voulez. Donc on va parler maintenant de la furine et de son site de clivage et pourquoi c'est important qu'on ne trouve pas ce site de clivage chez aucun membre connu de sa famille virale, donc on parle ici du SRAS-2, du Covid-19, et qu'il ne peut du coup pas avoir obtenu un tel site par les échanges évolutifs ordinaires de matériel génétique au sein d'une famille. Donc en gros, pourquoi est-ce que le Covid-19 n'a pas pu obtenir ce clivage de la furine par évolution naturelle, d'accord ? Je vais vous lire maintenant une partie de ce qu'on peut trouver sur Wikipédia sur la furine et le clivage de la furine et je reviens vers vous. J'ai fait le plus dur pour vous, donc juste accrochez-vous. La fourrine est l'une des protéases responsables du clivage protéolytique du précurseur polyprotéique de l'enveloppe du VIH GP160 en GP120 et GP41 avant l'assemblage viral. On pense également que cette protéase joue un rôle dans la progression tumorale.
L'utilisation de sites de polyadénylation alternatifs a été trouvée pour le gène furin. La furine est enrichie dans l'appareil de Golgi, où elle fonctionne pour cliver d'autres protéines dans leur forme mature, active. La furine clive les protéines juste en aval d'une séquence cible d'acides aminés basiques, canoniquement, ARGX, ARG, LIS, ARG. En plus de traiter les protéines précurseurs cellulaires, la furine est également utilisée par un certain nombre d'agents pathogènes. Par exemple, les protéines d'enveloppe de virus tels que le VIH, la grippe, la dengue, plusieurs filovirus, dont le virus Ebola et le virus de Marburg, et la protéine de pointe du SARS-CoV-2 doivent être clivées par la furine ou des protéases de type furine pour devenir pleinement fonctionnelles. Lorsque le virus SARS-CoV-2 est synthétisé dans une cellule infectée, la furine ou les protéases de type furine coupent la protéine de pointe en deux parties, S1 et S2, qui restent associées. Donc en gros, sans furine, pas de SARS-CoV-2, ou en tout cas pas de SARS-CoV-2 qui s'en prend aux humains. Et eux, ils te disent que le SARS-CoV-2 possède un site de clivage de la furine qui n'existe pas chez aucun des membres connus de sa famille virale. Et que donc, il n'a pas pu gagner ce site de clivage par échange évolutif ordinaire de matériel génétique au sein d'une famille. Et du coup, il l'a obtenu comment, vous pensez ? Et donc je précise que je ne suis pas suicidaire. Alors l'évolution naturelle d'un site de clivage de la furine étant inexistante, Monsieur Wade, toujours lui, a entre autres noté que la proposition Defuse d'EcoHealth, donc la société EcoHealth Inc., et de l'Institut de virologie de Wuhan, a été rejetée par la DARPA. La DARPA, c'est eux qui filent les sous-sous au financement des projets de recherche, en fait. Donc en fait, EcoHealth cherchait à faire une expérience. Il voulait insérer, justement, c'est ce qu'il voulait faire, un site de clivage de la furine dans un virus du SRAS-2. C'est donc plus qu'une simple coïncidence que le Covid-19 soit apparu dans la ville alors que le laboratoire se préparait à mener cette recherche dans le cadre de protocoles BSL2 rentable, mais donc risqué. On va y venir, pourquoi risqué. Donc le docteur Chan nous explique pourquoi elle soutient le scénario de la fuite du laboratoire comme plus plausible qu'une propagation zoonotique. Donc pour rappel, c'est quand un poulet fait l'amour à un canard qui fait l'amour à un humain. Voilà, ça c'est la zoonose. Alors tout d'abord, c'est que le Covid-19 est apparu à Wuhan, la ville qui se trouve être le lieu du premier laboratoire de recherche de Chine sur les virus de type SRAS. Étrange. Le Dr Chi, attendez, et je ne sais pas pourquoi il est directement mentionné ici, mais donc un virologiste senior de l'Institut de Wuhan s'est même demandé, lui qui étudiait les virus depuis une dizaine d'années, au départ, si l'épidémie provenait de cet institut de virologie de Wuhan. Putain, j'aurais pu faire le même travail que le Dr Chi, quoi. Et alors, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, c'était que en 2018, donc un an avant l'épidémie, tiens, EcoHealth, en partenariat avec l'Institut de virologie de Wuhan, dans une demande de subvention à la DARPA, donc la DARPA c'est eux qui donnent les sous-sous à des sociétés comme EcoHealth pour faire de la recherche, a proposé, en fait, pour qu'ils reçoivent des sous-sous de la DARPA, ils doivent toujours justifier, quoi. Ils ne peuvent pas juste dire on a besoin d'argent. Ils doivent dire pourquoi ils ont besoin d'argent. Et donc ils ont justifié qu'ils allaient créer un virus avec les caractéristiques déterminantes du SARS-CoV-2, donc du Covid. C'est-à-dire que dans leur demande à la DARPA, EcoHealth et ses partenaires du WIV maintenant, parce que j'en ai marre de dire tout le temps l'Institut de virologie à Wuhan, donc le WIV, ils voulaient créer un virus de type SRAS avec un site de clivage de la furine. Oh bah alors, qui est exactement la même caractéristique qui a rendu les humains sensibles à l'infection par la Covid-19. Logiquement, là je m'arrêterai ici.
Sauf si vous me dites source et que je vous réponds Evian, mais j'ai les sources parce que j'ai le rapport sous les yeux, quoi. Normalement, vous devrez déjà commencer à vous dire, à sentir la douille passer, à vous dire merde, on s'est peut-être foutu de ma gueule. Et oui, Jérémy, ou Jason, je ne sais pas comment tu t'appelles en fait, en vrai, toi qui es à l'autre bout et qui m'écoute, on s'est foutu de ta gueule. Et alors, parce qu'on fait jamais les choses à moitié, le WIV a l'habitude de faire ce type de recherche virale aéroportée dans des conditions de faible biosécurité. Alors, on savait que les chercheurs chinois menaient ce type selon des protocoles BCL2, donc pas de port du masque et moins d'équipements de protection. Alors qu'aux States, ce type de recherche serait mené dans des protocoles BCL3, 3 étant plus grand que 2, qui exigent une utilisation plus stricte des respirateurs individuels à tout moment et plus d'équipements de protection. En fait, dans un projet de proposition de subvention à la DARPA, le docteur Daszak, donc le docteur Daszak, on va le lire, on va en parler beaucoup, c'est le président de la société EcoHealth. Ce docteur Daszak, il y a un truc, a reconnu qu'une partie des recherches sur le SARS-CoV-2 serait menée selon des protocoles BSL2 au WIV. Tout ça pour gagner de l'argent. Parce que oui, je ne sais plus si c'est un lien, mais on va également apprendre que cette société, je crois qu'elle avait besoin d'un peu d'argent. C'est pas pour ça qu'ils demandent des subventions. Ils demandent des subventions parce qu'ils peuvent en demander. Mais ils avaient besoin de faire des sous-sous, si je me rappelle bien. Donc voilà. Pour l'argent, on a fait des trucs qu'on n'aurait pas dû. Trop bien. Et normalement, si vous n'avez pas vomi vos tripes et que vous êtes toujours là, vous allez aimer la suite. Ok, donc heureusement qu'ici, j'avais déjà lu, j'ai été plus loin que la page 41, hein, j'ai été à la page 181, mais je vais vous lire ici, donc ce petit extrait croustimoelleux, je vais essayer de faire ça vite et bien, de traduire ça bien en français, et donc on se rend compte, on ne comprend pas très bien en lisant ça, mais vous allez comprendre, si vous restez avec moi, vous allez comprendre la douille, vous allez comprendre comment réfléchissent peuvent réfléchir même des scientifiques qui ne pensent pas à mal, et pourquoi on fait des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc je vous lis. L'équipe de modelage utilisera ces données pour construire des modèles de 1. Risque de dévolution virale et de spillover, donc de débordement. Donc comme on avait déjà vu, un débordement, c'est quand, de façon plutôt rare, un virus, de façon occasionnelle et rare, passe d'une espèce à une autre dans cet article dépassé de newsmedical.net. Je reviens. Et 2, des stratégies pour maximiser les stratégies d'inoculation. La donnée sur la diversité des protéines de spike des chauves-souris. Tiens. Prévalence de recombinants de CoV. Habilité de lier et d'infecter des cellules humaines, degré de signes cliniques dans des modèles de souris, seront utilisés pour estimer les taux évolutionnaires, les taux de recombinaison et la capacité de générer des strains, donc c'est des variétés nouvelles capables d'infecter les humains. Et ils faisaient ça vraiment pour la science, hein. Je crois qu'il voulait se dire et si un jour ça arrive, comment est-ce que ça aurait pu arriver? Il vaut mieux qu'on produise en laboratoire des virus qui auraient muté pour infecter l'homme. Comme ça, le jour où dans la nature tu as un virus qui infecte l'homme, on aura déjà compris comment il a fait et donc on pourra soigner les gens. Bref, c'est de la branlette intellectuelle pour gratter des sous. Et en fait, ce n'est que ça. La branlette intellectuelle pour justifier des recherches, pour gratter de la thune. Et au final, t'as la Terre entière qui tousse. Si je me rappelle bien. Donc, en utilisant des modèles dynamiques de métapopulation, que ça veut dire, nous utiliserons une estimation du flot des gènes de chaque cave de chauve-souris
Parce qu'en fait, c'est ça, le truc, c'est que dans les alentours de Yuan, il me semble, ils ont un vivier propice de chauves-souris. Il y a tout un écosystème de chauves-souris. Les chauves-souris, c'est un mammifère qui est très diversifié. C'est aussi un réservoir très important de maladies qui peuvent effectivement passer à l'homme. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'études sur les chauves-souris, notamment parce que c'est un réservoir, du coup, de crasses qui peuvent finir chez nous, les humains. Basé sur l'hôte connu et les assemblages viraux. Cela informera de comment, à quel point, à quelle vitesse de nouvelles variétés CoV avec des caractéristiques phénotypiques distinctes évoluent. Oui, je crois que c'est ce que je vous ai dit, quoi. Ils ont fait ça pour se dire, attends, si un jour ça évolue, comment ça va se passer? Comme ça, nous on le fait déjà en laboratoire, comme ça quand ça arrivera dans la nature, et ben bam, on sera pas pris au dépourvu. Et on fera tousser la terre entière. À cause de cette unique collaboration au travers de modeleurs, donc de systèmes de modelage de classe mondiale et de coronavirologistes, nous serons capables de tester des modèles de prédiction de capacité virale pour les débordements en conduisant des liages de spike basés sur la protéine et des cellules de culture expérimentaux. Donc c'est vraiment ça, ils voulaient faire des tests de modèles de prédiction, de spillover, de débordement, basés sur de la protéine spike et des cultures de cellules, ces fils de pute. Alors, la nature BCL2, donc le BCL2 c'est donc le protocole de protection des gens qui travaillent, on va dire. BCL2 c'est pas beaucoup. Du travail sur les SARS-CoV fait que notre système est relativement très effectif en argent. Exemple Ebola, Marburg, Endra, Nipah, qui requiert des level 4 pour la culture de cellules. Donc ils ont choisi de faire des SARS-CoV-2, de passer sur du SARS-CoV-2 parce que c'est moins cher en termes de sécurité que de faire du BCL4. Je comprends pas exactement tout ce qui est dit ici, mais ils disent ici voilà, que les États-Unis ils auraient fait du BCL3 et pas du BCL2 pour cette étude, mais en Chine ils font du BCL2. Donc c'est vraiment, en plus c'est pour réduire les coûts, quoi. Tout est fait pour réduire les coûts. Parce qu'on aurait très bien pu prendre les échantillons et les envoyer aux États-Unis. On peut récolter les échantillons en Chine et les envoyer aux États-Unis pour étude. Non! Mais non! Parce que sinon, si on les avait fait aux States, on aurait dû faire du BCL3 ou du BCL4 si on avait fait un autre type d'étude. Donc on le fait en Chine, comme ça on fait du BCL2, et comme ça, ça ne coûte pas cher. Trop bien. Nous utiliserons des approches de modelage, des données ci-dessus, et d'autres données biologiques et écologiques afin d'estimer à quel point des SARS-CoV hautement risqués peuvent rapidement recoloniser une population de chauves-souris après un boosting immunitaire ou priming. Je n'irai pas chercher ce que ça veut dire. Nous obtiendrons des modèles d'estimation de la fréquence d'inoculation requis pour les deux approches, à quelle proportion une population a besoin de s'approcher pour avoir dampening, c'est une mise en tampon effective virale, et si des saisons spécifiques ou des locations dans une cave seraient appropriées à traiter. Oui, écoutez, j'ai pas tout compris à la fin, parce que c'est un extrait et que je ne suis pas virologiste de virus de chauve-souris qui font chier du sang par le cul. Mais en gros, c'est l'idée, c'est ce que je vous ai expliqué et j'espère que vous suivez parce que je fais mon maximum. Donc après cette petite aparté où j'ai dû lire moi-même, voilà, on revient à ce que disait Monsieur Wade, ce que disait Madame, je sais plus qui là, et Monsieur, je sais plus quoi, comment ils s'appellent ces gens, Madame le docteur Chan et Monsieur le docteur Chi, et également ce qu'a dit le docteur Daszak. Voilà, tout ça c'est reporté par le docteur, du coup, par Monsieur Wade, pardon, qui est le journaliste. Donc on va passer au 4e et 5e point des 5 points qu'avait relevé, du coup,
Mr. Wade. Et si tu es encore là, je suis fier de toi. Voilà, donc points 4 et 5. Donc je laisse Google parler. Quatrièmement, les preuves soutenant que la Covid-19 est venue d'un animal du marché de fruits de mer de Huanan à Wuhan sont ténues. Le Dr Chan souligne que les données génétiques et les premiers cas existants montrent que tous les cas connus de Covid-19 proviennent probablement d'une seule introduction du SARS-CoV-2 chez l'homme, et que l'épidémie du marché de Wuhan s'est probablement produite après que le virus ait déjà circulé chez l'homme. De plus, aucun animal infecté n'a été vérifié sur le marché de Wuhan ou dans sa chaîne d'approvisionnement. Enfin, des preuves clés auxquelles on s'attendrait si le virus était issu du commerce d'animaux sauvages font toujours défaut. Lors d'épidémies précédentes, comme le SRAS en 2002 et le MERS en 2012, des animaux infectés ont été découverts. Les premiers cas se sont produits chez des personnes exposées à des animaux vivants et des variantes ancestrales du virus trouvées chez les animaux ont été découvertes. Mais aucune de ces preuves n'a été découverte pour la Covid-19. Très bien. Et donc voilà, les quatrième et cinquième preuves, entre guillemets, ben c'est des trucs... oui, c'est logique en fait. Donc le Dr Chan, qui en sait certainement plus que toi et moi réunis, souligne que les données génétiques, que nous on ne sait pas lire, lui il sait, c'est le Dr Chan, et les premiers cas existants montrent que tous les cas connus de Covid proviennent probablement d'une seule introduction du SARS chez l'homme. Et que l'épidémie de marché de Wuhan s'est produite après que le virus ait déjà circulé chez l'homme. Et ça on sait le voir quoi, avec les données génétiques, c'est quand même incroyable. Donc voilà, et aucun animal infecté n'a été vérifié sur le marché ou dans la chaîne d'approvisionnement. On n'a jamais trouvé de pangolin, c'est un truc de fou quand même. Et enfin, oui voilà, même les preuves. Enfin bref, je vous laisse lire. Mais quand il y a eu le SRAS et le MERS, des animaux infectés ont été trouvés chez des personnes exposées à des animaux vivants. Et des variantes ancestrales du virus trouvées chez les animaux ont été découvertes. Mais on n'a rien découvert pour ce Covid-19. Et alors là, on va arriver, je ne sais pas quand ça va être, mais on va se rendre compte que, donc, je tiens à préciser, je ne suis pas suicidaire, quand EcoHealth, en fait, va être tenu de fournir les documents de ses recherches, eh ben vous savez quoi, ils ont perdu les documents. Ils ne savent pas où ils ont mis les documents de leur recherche. Alors ça c'est vraiment con, hein. Parce que comme on ne trouve pas de variants ancestraux de virus chez les animaux, et qu'en plus on peut même pas trouver chez EcoHealth vu qu'il n'y a plus de preuves, ah là c'est vrai qu'on est bloqué. Bien joué les gars, bien joué EcoHealth. Donc voilà, hein, EcoHealth est censé fournir des documents sur les recherches qu'ils font tous les ans à la DARPA, s'ils veulent continuer à toucher leurs sous-sous. Et bizarrement, l'année du Covid, ils disent qu'il y a un problème sur leur serveur et qu'ils ne savent pas rentrer les données. Voilà. C'est tout ce qu'on saura jamais, hein. Voilà. Et on va donc arriver au bout, en fait, de cette première partie. On va bientôt arriver au bout. Il n'y a plus qu'à traduire ce qu'on voit là à l'écran. Et ça correspondra donc à la première partie des trouvailles qui disent que le SARS-CoV-2 est un virus qui a causé le Covid-19 et qui a probablement émergé à cause d'un accident de laboratoire. D'accord ? C'est ce qu'on avait lu au tout début, puis on a lu tout ça, 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 et maintenant on arrive à la dernière partie avant d'arriver au deuxième finding, et c'est là que je vais m'arrêter, en tout cas pour cette vidéo, qui sera publiée. Ensuite, si j'ai envie, je passe à la deuxième partie, mais ça sera la fin de cette vidéo. Donc, je vais lancer Google pour avoir la dernière partie. Je précise d'ores et déjà que le docteur Limkin, c'est un professeur d'épidémiologie
épidémiologie. Voilà. Tout le reste, tous les blazes qui suivent sont expliqués de toute façon à part lui. Donc c'est pour ça que je le précise. Et attendez, il y a aussi... Donc excusez-moi, il y a également... donc on a Limkin, on a dit qui c'était. On a le docteur Holden Thorpe. Le docteur Holden Thorpe qui sera un témoin et qui est également éditeur en chef des journaux scientifiques de l'American Association pour les avancées scientifiques. Et c'est aussi un témoin, Holden Thorpe. Et on aura le docteur Ralph Barrick, qui est un professeur du département d'épidémiologie. Et on va également à la fin rementionner donc le docteur l'honorable John Radcliffe, qui est donc le directeur de la CIA. Donc en espérant que ce soit clair pour vous, je vais lancer la traduction. Tous les autres blazes sont expliqués normalement. C'est parti. Vous êtes prêts les enfants ? Oui ! En septembre 2024, M. Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique, a déclaré qu'il pensait que la pandémie de Covid-19 avait pour origine un accident de laboratoire ou de recherche à Wuhan. M. Johnson a noté que la pandémie semble désormais très probable que la mutation soit le résultat d'une expérience ratée dans un laboratoire chinois. En novembre 2024, le coordinateur de la réponse Covid-19 de l'administration Biden-Harris, le Dr Ashish Kajiasha, a écrit que les officiers supérieurs de l'armée chinoise écrivaient depuis des années sur les avantages potentiels de la guerre biologique offensive. Il a également reconnu que le virus Covid-19 aurait pu fuir accidentellement d'un laboratoire. Le 21 novembre 2024, le Dr Tim Spector, professeur au King's College de Londres, qui a joué un rôle important dans la réponse à la pandémie au Royaume-Uni, a récemment réitéré sa conviction selon laquelle la fuite du laboratoire est la source la plus probable de la pandémie. Le Dr Spector a noté que il semble de plus en plus qu'il s'agissait d'une sorte de dissimulation et que la source la plus probable était une fuite de laboratoire de Wuhan. Au cours de la pandémie, des études ont également suggéré que l'émergence du Covid-19 était zoonotique et transférée d'un animal à un humain. Le Dr Lipkin a décrit 2 de ces études comme étant de l'épidémiologie de salon. Le Dr Barrick a décrit l'une d'entre elles comme présentant un problème majeur, et le Dr Holden Thorpe, rédacteur en chef de Science, l'éditeur de 2 de ces études, a déclaré que ces études ne prouvent pas de manière concluante la théorie de l'origine naturelle. Comme l'a témoigné M. Radcliffe, le registre des fuites de laboratoire est rempli de preuves convaincantes tandis que le registre des retombées est presque vide. Depuis janvier 2020, le corpus de preuves n'a fait que se renforcer en faveur de la théorie d'une fuite de laboratoire. Ok, donc petite précision, le Dr Holden Thorpe, c'est pas l'éditeur en chef d'un journal scientifique, non, c'est l'éditeur en chef du journal Science, qui est une sommité que vous connaissez tous au moins de nom, le journal Science. Moi je lis pas le journal Science, mais tout le monde connaît le journal Science. Et on va en parler dans ce rapport. Je suis super content d'être arrivé au bout. Je pense que j'ai réussi à rendre ça très très concis, même sans montage, grâce au pouvoir du raccourci. J'espère que ça ne sera pas trop raccourci justement et qu'il y aura des petits instants de blanc juste pour que ça soit pas trop... je sais pas, je vais voir maintenant à l'écoute ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis très content d'être arrivé donc au bout de cette première finding, de cette première trouvaille du rapport. Très content de pouvoir partager tout ça avec vous. Je suis sûr que monsieur Radcliffe il va être cool avec moi et que le docteur Zach ou je sais pas quoi il va être super cool avec moi aussi. Et je tiens à le préciser, donc je n'ai pas d'envie suicidaire. Allez, je vous laisse pour cette première partie et on se dit à la prochaine pour la deuxième partie. Des gros bisous bien sûr à tous, à plus, tchuss.